Merci, Monsieur le Président. Alors c'est vrai que c'est un dossier important et nous sommes tous favorables à cet instrument, mais je pense qu'il faut rentrer quand même dans les détails. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un certain nombre d'amendements qui vont dans plusieurs axes. Le premier axe, c'est je crois que ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il faut qu'il soit bon pour les entreprises européennes. Parce que quand même le but du CBAM, c'est de réduire l'empreinte carbone des produits importés en s'attaquant à l'écart de coût entre la production domestique, qui est soumise à des réglementations environnementales, et la production étrangère qui est exportée vers l'Union européenne, qui n'est pas soumise aux mêmes réglementations. Et on est quand même bien dans une logique de rééquilibrage des conditions de la concurrence, et ce fameux level playing field dont raffolent les institutions de l'Union européenne, là on y est. Sauf que je crois qu'il ne faut pas jouer petit bras. Et il me paraît crucial de lier le mécanisme d'ajustement carbone et la politique industrielle. Et donc de flécher pour partie les recettes qu'il procurera vers le financement des investissements responsables, vers les technologies de rupture, y compris dans une perspective volontariste de relocalisation. Parce qu'on serait comme ça dans un cercle vertueux d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue concurrentiel. Ça, c'est la première chose. Deuxième axe, il nous faut un ajustement carbone qui soit une force d'entraînement non seulement auprès des économies émergentes, mais aussi auprès de nos principaux partenaires rivaux, c'est-à-dire la Chine et les États-Unis. La Chine, je rappelle qu'elle a planifié au plus tôt pour 2030 l'arrêt puis la décrue du charbon dans sa production d'électricité, mais d'ici là, elle aura ajouté près de 120 gigawatts supplémentaires de capacité électrique au charbon. Et quant aux Américains, ils vont rejoindre l'accord de Paris, donc ça c'est bien, mais en même temps, ils ne prévoient pas de renoncer à leur production de gaz de schiste. Donc on a un environnement qui est très incertain, pour ne pas dire hostile, et l'Europe, elle ne peut pas se permettre un ajustement carbone au rabais. Donc le mode de calcul de l'ajustement, il doit rester fidèle à cette urgence écologique, et ça ne sera pas le cas si nous instaurons qu'un moindre droit qui ne reflèterait que notre soumission au cadre international actuel. Parce que je reviens au débat sur l'OMC. Il faut interroger ce cadre international. On a une base légale de l'ajustement carbone qui repose notamment sur les verrous de l'article 1, 3, 20 du GATT. Mais tant qu'on n'aura pas une OMC profondément réformée, qui permette à ses membres de faire prévaloir la sauvegarde du climat, de la nature, de la biodiversité, on aura un ajustement carbone sous-dimensionné, car toujours subordonné au même but, celui de l'OMC d'aujourd'hui, qui est en réalité très ancien, qui est de l'extension infinie du libre-échange et le dumping social et environnemental qui va avec. Donc, qu'on le veuille ou non, le mécanisme d'ajustement carbone, c'est une mesure de protection. Ou alors, je pense qu'il sera inopérant. Et enfin, dernier amendement dans une logique de cohérence. Pour moi, un ajustement carbone suffisamment robuste, il doit s'accompagner d'une suppression des allocations gratuites. C'est comme ça, d'ailleurs, que moi je vois le level playing field, c'est-à-dire d'un côté un ajustement carbone pleinement effectif pour décourager les importations incompatibles avec l'accord de Paris pour financer la transition écologique, et de l'autre, une politique plus volontariste en matière de droits d'émission pour inciter nos industries à changer plus vite, plus fort et dans la bonne direction.